Hello Florence, Hello Chloé, tu vas bien ce matin? ça va? Merci de me retrouver si tôt là. Il est Avec plaisir. 9 heures du mat en plein centre de Bruxelles. Enfin, en plein centre de Bruxelles, j'abuse. Sur Bruxelles, sur la capitale. Mhm. Écoute Florence, par où commencer? En fait, pour être honnête, en pensant à ton épisode ce matin, j'avais envie d'un peu creuser sur toi. Parce que Mhm. tu as un podcast business, Social Kit, on va y venir. Ouais. Mais du coup, tu as un rôle un peu journalistique. Tu Mhm. ne partages pas beaucoup sur toi. Tu as Mhm. vraiment un, tu vois, un animateur, mais expert, avec une posture d'expert. Mais du coup, j'ai envie de savoir sur toi un petit peu plus, d'où tu viens, ce que tu fais, qui tu es. Ok. Donc je suis Florence Bonsang. Je suis Head of Social Media chez Atelier Milky, qui est une agence digitale. L'agence a lancé son podcast en janvier 2025. Je suis à la tête de ce projet, mais ça reste un projet qui appartient à l'agence. Et c'est vrai que c'est marrant que tu aies dit ce terme-là, mais j'ai fait des études de journalisme. Je voulais être journaliste à la Mhm. base, c'était le métier que je voulais faire. Et puis, c'est un secteur qui est quand même assez compliqué, qu'on Surtout se le dise. actuellement, j'ai l'impression que... Oui, après, moi j'ai été diplômée il y a 10 ans, Ouais, donc je cherchais dans ce secteur-là il y a 10 ans. Et j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Et puis, les réseaux sociaux m'attiraient aussi, donc je suis un peu tombée dedans par curiosité, parce que je suis assez curieuse. Et en fait, j'ai vraiment accroché, et je pense que j'ai su trouver tous les aspects que j'aimais dans le journalisme dans le digital. Donc, en fait, j'y ai trouvé mon compte. Mais c'est vrai que j'ai toujours été assez fan de radio, j'ai fait des stages en radio, j'ai été formée à une voix radio, donc j'ai toujours adoré ce secteur. Et c'est vrai que quand on a lancé le podcast, c'était un peu l'aboutissement, je pense, de tout ça. d'ailleurs, j'ai cru comprendre en écoutant vos épisodes de Social Kids, notamment que tu es vraiment, non, t'es à la tête du projet bien sûr, mais tu es même moteur de ça. Limite, Claire, Ouais. Claire Marnette, qui est co-founder, enfin, qui est founder et CEO de Mhm. l'agence, Ouais. était un peu réticente parce qu'un projet en plus, et on Mhm. sait à quel point le podcast prend du temps. Ouais. Comment ça s'est fait? Comment tu l'as convaincu? En fait, quand je suis arrivée chez Atelier Milky, moi j'étais déjà fan de podcasts. Quand ce type de média est sorti, j'ai tout de suite été très curieuse de ça. Et j'ai toujours travaillé en agence. Et je trouvais qu'il y avait un truc à faire avec le monde des agences et le podcast. Je trouvais que ça pouvait faire un bon match. Et quand je suis arrivée chez Atelier Milky, je savais que c'est aussi ce que Claire attendait de moi, que je sois à force de propositions. Et donc, j'ai profité de cette porte ouverte pour dire, en fait, je pense qu'il faut qu'on fasse un podcast. Et donc, au début, elle était là, je vois pas trop comment, pourquoi, mais Claire est très ouverte et très curieuse aussi, donc je savais que c'était une question de temps, qu'on allait trouver des moments pour en parler et que j'allais avoir les bons arguments. Et je pense que ça a fait un chemin dans sa tête aussi. Elle est devenue consommatrice de podcasts, ce qui a tout changé. Et puis finalement, un jour, c'est un peu sorti de nulle part. C'est un sujet que j'abordais ponctuellement, mais sans que ce soit concret. Et puis un jour, en fin d'année, quand on fait un peu le point sur l'année écoulée, sur les projets à venir, il y a cette slide qui s'appelle le podcast de Flo. Et là, je me dis, on y est, c'est bon, c'est parti, quoi. Donc voilà. Tu as rejoint l'agence en tant qu'interne ou... Ouais, Hmm. 100% interne, donc Oui, full interne, je veux dire time. stagiaire ou directement en contrat? Non, directement Ah contrat. oui, ok. Et Ouais. comment t'es rentrée dans l'agence? C'est une question que les auditeurs vont sûrement avoir. Parce que ça a l'air... tu vois, sur les réseaux, à Télémilky, ça a l'air de la Dream Team. Tu Mhm. vois, vos bureaux sont Ouais. incroyables. Mhm. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de candidatures. C'est vrai que c'est un peu une anecdote ça, parce que donc moi j'ai toujours bossé en agence et depuis toujours j'ai toujours rêvé de un jour vivre à Bruxelles et travailler à Bruxelles, parce Tu que viens d'où, je toi? viens de Liège de Mhm. base.
Donc voilà, je bossais en agence à Liège, une agence qui avait son siège à Namur. Et je commençais à avoir fait le tour. Je commençais à être ouverte à des offres d'emploi. J'avais envie de voir autre chose. Et je m'en souviens comme si c'était hier. J'aime bien de raconter cette histoire, mais j'étais en call en visio. J'étais en réunion avec mes anciens collègues et je scrolle en même temps sur Instagram parce que voilà, la réunion ne me concernait pas plus que ça. Et je vois cette offre d'emploi en story Instagram. Et là, mon sang ne fait qu'un tour. Je lis l'offre et c'est moi, c'est mon profil. Donc là, je n'ai qu'une hâte, c'est que la réunion se termine, que je mette mon CV à jour, que j'écrive ma lettre de motivation et que j'envoie. Et donc, c'est ce qui se passe. Avant la fin de la journée, j'ai envoyé tout. Et je ne sais pas comment expliquer, mais je savais que ce job, il était pour moi. Quand j'ai vu l'annonce, je ne sais pas, c'était une évidence que c'était ma place, quoi. Et tout s'est fait après assez naturellement. J'ai suivi le process d'entretien et quelques semaines plus tard, j'ai été engagée. Et tu as fait preuve d'une créativité de fou dans le CV ou de la motivation ou pas du tout? Parce que tu es quelqu'un de très créatif et Claire aussi, j'imagine que ça doit être, tu sais, un match créatif, surtout dans vos métiers. Oui, oui, clairement. Je pense que ce qui a pas mal joué au premier coup d'œil, il faut savoir que Clara est aussi fort impliquée dans tout ce qui est engagement de l'agence. Clara qui est la CEO du coup d'Atelier voilà. Milky. J'avais fait un CV rose. Donc Clara a mis le doigt dessus. Intentionnellement. Intentionnellement en se disant ça c'est rose, j'aime bien, j'ai envie de le lire. Tu savais que ça allait la toucher ou pas? Tu connaissais un peu la team? Je connaissais un peu l'univers de la team. Okay. Enfin voilà, après moi j'avais fait un CV rose parce que c'est à mon image, mais je savais que visuellement ça allait déjà accrocher, je vais dire. Donc je crois que c'est là que ça a commencé. Et puis voilà, après c'est vrai qu'il y a un match créatif, mais je pense que Claire sait aussi très bien ce qu'elle veut, les profils qu'elle recherche. Elle cherche aussi une cohésion d'équipe, donc il faut que humainement ça matche vraiment avec les profils qui sont déjà là. Et puis quand je suis arrivée il y a 3 ans, Atelier Milky était une jeune agence et je pense qu'à l'époque elle cherchait aussi un profil qui avait de l'expérience en agence pour avoir aussi cet input et cette force de proposition que j'avais, puisque j'étais déjà depuis de plusieurs années en agence, donc j'amenais aussi mon expérience d'agence, quoi. Dernière question pour clôturer un peu cette partie-là, ton autre travail, ton vrai business. Toi, créer ton agence, c'est jamais un truc qui t'a effleuré jusqu'à présent? Non. Franchement, non. D'être indépendante, peut-être. Oui, c'est presque l'entrepreneuriat que vous faites en agence. Chacun est responsable de son propre projet de A à Z. Oui, c'est clairement ça. Mais créer mon agence, non. J'aime le rôle que j'ai en agence et je voudrais pas être à la tête d'une agence parce que je crois que je perdrais justement à terme ce côté créatif et production que j'adore. Donc non, créer mon agence, pas du tout. Et puis comme tu dis, en fait, je me retrouve à 100% chez Atelier Milky où en fait on peut avoir nos propres projets. Claire nous permet ça aussi, d'avoir nos propres projets au sein de l'agence. Donc c'est le bon combo pour moi. Donc, voilà. Ta motivation, ton inspiration, ta créativité, comment tu la nourris? Avec plein de choses. Oui, j'imagine. Je sais que tu voyages beaucoup, tu es toujours dans les nouveaux spots sur Bruxelles. C'est quelque chose qui fait partie limite de ton taf? Oui, je crois que ça fait partie de moi. Ok. Je suis une grosse consommatrice de réseaux sociaux depuis toujours. Donc évidemment, je suis très très connectée et j'essaye de toujours être au courant des dernières nouveautés, que ce soit digitales ou dans la vraie vie. Mais après, oui, tout ce qui m'inspire, les gens, les nouveaux spots, comme tu dis, tout, vraiment tout. Tout ce qui m'entoure. Je peux entendre une pub à la radio qui va m'inspirer pour une pub qu'on va faire en digital. Je peux voir quelqu'un
la manière dont la personne est habillée dans la rue, ça va m'inspirer pour une autre campagne qu'on va faire pour un client. Enfin, tout se mélange et c'est ça que j'adore aussi dans notre métier, c'est qu'on s'inspire de certaines choses et on va les transposer dans un autre univers. Et c'est ça que je trouve hyper riche. Donc, niveau inspiration, j'avoue que j'ai un tiroir dans mon cerveau qui est tout le temps ouvert. Ça. Et justement, la charge mentale, est-ce que tu arrives à des points de surcharge, en fait, elle me donne, tu vois, je peux plus, quoi. Oui, ça arrive. Ça arrive que des fois, je rentre le soir et je mets mon téléphone en silencieux et je veux plus en entendre parler. Okay. Parce que je suis dessus H24. Mais après, je prends aussi beaucoup de plaisir à ça. Voilà, justement, mon dernier exemple, on vient de partir un week-end à Paris en amoureux. On a créé du contenu tout le week-end parce qu'on adore ça. Alès avec sa caméra, moi avec ma petite DJI. J'avais qu'une hâte, c'était de faire mon post Instagram en rentrant. Donc voilà, passionnée en pro et en perso. Ok, rentrons dans le vif du sujet du jour, le podcast. Excuse-moi, j'étais un peu curieuse. J'aime toujours savoir l'humain derrière le projet, tu vois. Et je sais que tu es vraiment motrice de ce projet, donc j'avais envie de un peu creuser. Okay. Alors, donc, tu parles avec Claire du projet podcast depuis plusieurs mois, ça trotte dans ta tête. Quelle est pour toi clairement la stratégie ? Parce qu'on rappelle, mais tu peux peut-être présenter Social Kids pour ceux qui ne le connaissent pas. Comment tu le pitches ? Social Kids, c'est un podcast évidemment qui parle de réseaux sociaux puisque c'est notre expertise à l'agence. Mais on voulait amener un axe et un regard différent sur ce média qui est l'entrepreneuriat. Donc on veut expliquer aux gens le rôle que peuvent avoir les réseaux sociaux dans un business qui fonctionne, comment les gens ont utilisé les réseaux pour que leur business devienne un succès, ou en tout cas que ça fasse partie du succès du business ou de la marque. Donc il y a vraiment ce côté entrepreneuriat qu'on a intégré au podcast. La stratégie, c'est quand même, d'une part, un petit peu quand même de personal branding. On parle de l'agence, de qui compose l'agence, comment vont fonctionner, vos projets. Et d'autre part aussi, j'imagine, je suppose, pour amener de la clientèle. Parce que, clairement, vous avez des cas clients concrets, vous avez des stratégies que vous partagez gratuitement, mais on sait souvent qu'on donne du gratuit, ça donne la confiance aussi, et j'espère à terme la conversion. Ouais. Ça, c'était très clair dès le départ. Social Kids, à la base, c'est un projet, donc comme Claire aime le dire, un projet perso au sein de l'agence. C'est un projet passion, évidemment. Mais ça reste un projet qui fait partie, qui est inscrit dans le cadre d'un business qui est Atelier Milky. Et donc, évidemment, il y a des objectifs à ce projet. Comme tu l'as dit, le personal branding, ça c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de notre stratégie pour l'agence, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou d'autres médias comme le podcast. On met beaucoup la team en avant, notre manière de travailler, et c'est surtout nos épisodes en équipe et nos épisodes bonus qui montrent un petit peu l'envers du décor, les coulisses vraiment de nos brainstorming, en fait, comment on réfléchit ensemble. Et je pense que ces épisodes-là permettent aussi de montrer aux gens que en fait, on se connaît tellement bien à l'agence qu'il y en a une qui dit un mot, l'autre rebondit directement. Quand on a des références, on n'a pas besoin de s'expliquer. On sait qu'on a toutes les mêmes références, etc. Donc, on a une facilité de travail ensemble qui est assez dingue. Et je pense que c'est aussi notre force. Et puis, évidemment, il y a un objectif de visibilité et de conversion, bien sûr. Et qui fonctionne déjà après la première saison. Donc, c'est vrai qu'on fonctionne par saison. Oui, on va y venir. Okay. Je suis hyper curieuse de savoir comment vous organisez votre temps. J'imagine un calendrier éditorial comme vous faites pour les réseaux, transposé pour le podcast. Et ça je suis très, très curieuse pour ça. Mais attends, avant cette partie-là, dès la première saison, il y a déjà eu des retours. Dès la première saison, il y a eu des retours, des marques en fait, qui ont entendu des épisodes où on explique notre manière de travailler. Aucun souci. On a fait un épisode où on explique les coulisses d'une campagne et en fait ça a plu à certaines marques qui nous ont contactés suite à ça en disant voilà, on a telle campagne, on va lancer un appel d'offres, on aimerait que vous y participiez parce qu'on aime votre manière de travailler. Donc du coup oui, clairement on a été contactés par des marques déjà après la première saison, quoi. Oui, le podcast est très puissant pour ça parce que le petit pitch que tu répètes à chaque client, déjà pour le convaincre, si le client l'a déjà entendu, en fait, tu sais qu'il est déjà un petit peu
pas acquis, mais en tout cas, voilà, il vient et c'est quand même peut-être une façon différente de prospecter. Et donc, les saisons, raconte-moi un petit peu comment tu t'organises. Ouais. Donc, quand on a lancé le podcast, c'était évident qu'on allait travailler en saison. Pourquoi ? Parce que, tu le sais, ça prend énormément de temps. Je gère quasiment la totalité de ce projet. Donc, l'organisation, le choix des invités, le choix de la thématique, l'écriture des épisodes, les enregistrements, les montages, la publication, tout le contenu autour. Toujours tout. Mais évidemment, on adore travailler en équipe. Et même si c'est mon projet, les filles viennent m'aider à certains moments du projet. Donc, c'est Julie qui a fait toute la DA de Social Kids. Vraiment, je lui ai dit, amuse-toi. Parce qu'elle est graphiste, elle, de formation ? Ouais, on a Julie et Tess qui sont photographes, vidéastes, graphistes. Julie est illustratrice aussi, de profil très créatif. Donc, j'avais donné une direction et les codes du podcast, on va dire ça comme ça, de l'univers podcast. Et je l'ai laissé s'amuser sur la DA. Tu as fait une espèce de plateforme de marque du podcast avant de le démarrer ? J'avais fait un mood board. Un mood board, ok. Autant visuel que sonore, qu'on nous avait demandé en fait quand on a fait faire le jingle. Okay. Et donc du coup, ce mood board après a servi aussi à la direction artistique du projet. Comment tu fais un mood board sonore ? C'est très compliqué. On a bossé avec une agence qui s'appelle PAN, P-A-N. C'est eux qui ont fait notre jingle. Je mettrai en barre de description. Ok, trop bien. C'est gratuit, ça fait plaisir. On peut s'entraider. On a été super contentes de bosser avec eux. Et c'est vrai que du coup, ils nous ont demandé un mood board visuel et sonore. C'était le tout début du projet. Donc là, on se dit, bon, un peu bizarre, comment on va faire ? Et justement, ça, c'est des moments aussi où les filles viennent m'aider, Claire et Clara, tout ce qui est brainstorming autour du projet. Et donc, je leur ai dit, en fait, envoyez-moi des sons, que ce soit des musiques, des pubs, des extraits de films, des trucs qui vous inspirent et que vous voulez associer à l'univers de Social Kids. Et c'est comme ça qu'on a travaillé, en fait. On a mis des extraits du Diable s'habille en Prada, on a mis plein de trucs. Vraiment, c'est parti dans tous les sens, mais ils ont hyper bien compris ce qu'on voulait. Ils nous ont fait 3 propositions, je pense, de jingle. On était déjà hyper proche du résultat final. On a juste changé 2-3 détails et on y était, quoi. Est-ce que tu peux dévoiler un budget pour cette partie-là ou pas ? Fourchette. Pour le jingle ou pour... Oui, pour le jingle, parce qu'ils ont fait que ça. Hein. Ouais, ils ont fait juste notre jingle. Je voudrais pas dire de bêtises, j'avoue. Je veux pas, c'est touchy. C'est juste pour avoir une idée de combien coûte un projet pareil. Allez, en le faisant de manière hyper pro, comme vous l'avez fait. Hein, parce que, évidemment, moi, je suis pas passée par une agence. Franchement, je serais OK de le dire, mais je veux pas dire de bêtises et j'ai oublié. Non, mais gardons... Non, c'est pas de souci. Voilà. Je comprends tout à fait, j'ai pas du tout envie d'être pushy par rapport à ça. Le nom Social Kids, il vient d'où ? Ça aussi, c'est des heures de réflexion. Mais chez Milky, tout est dans le détail. Hein. Totalement. C'est vrai que quand on fait les choses, on veut les faire à 100%. Ouais, et très très bien. Honnêtement, j'étais impressionnée dès le début. C'était très carré. Clairement, autant le projet, moi, ça faisait plusieurs années que j'espérais qu'il voit un jour le jour. Mais le jour où Claire m'a dit go, elle m'a dit on le fait, mais on le fait bien. Donc on fait un studio, on achète du matos qui est quali et beau. On fait tout comme il faut, quoi. Donc ça, c'est très très gai aussi. J'ai adoré votre petite vidéo de présentation du studio. Merci. C'est là-dessus justement que là pour le coup c'est Tess qui vient plutôt m'aider alors quand j'ai des idées de création de contenu que je sais pas réaliser à l'iPhone ou que j'ai envie qu'il soit un peu plus pro. Alors là du coup c'est Tess qui me suit dans mes folies de tournage. Mais donc Social Kids, d'où ça vient ? En fait, vu que c'est un projet qui est quand même projet passion de base, on s'est vite dit que c'était un peu la cour de récré de l'agence. Que ça allait être l'endroit où on allait s'éclater, s'amuser. Donc il y avait ce côté enfant. On est toutes des enfants des années 90. Donc il y avait ce côté très fort, un peu rétro qu'on voulait mettre en avant.
Donc finalement, le Kids vient de là, mais on a tourné le truc dans tous les sens. Il ne faut pas croire qu'on a trouvé le nom en 2 minutes. C'est plusieurs brainstorms. Et puis évidemment, on voulait le côté réseaux sociaux et social media. Donc en fait, le social, c'est social media. Et Kids, c'est pour ce côté enfant des années 90, cours de récré. Voilà. Et pour revenir à votre planning éditorial, vos saisons, donc on a dit ça prend beaucoup de temps, c'est toi qui es, donc voilà. Allez, pour le dire vulgairement, il faut savoir que tu es payé, j'imagine, à l'heure, donc tu consacres, nous, par épisode, grosso modo, c'est entre 10 et 15 heures par épisode, puisqu'ici on fait tout vraiment, tant les ping-pong avec les mails pour les invités, etc. Donc c'est un nombre d'heures non négligeable quand tu as une employée, j'imagine. Donc j'imagine c'est pour ça les saisons, que ce soit très cadré. Exactement. En fait, ça prend tellement de temps. Bon, déjà, la saison 1, c'était aussi pour tester le projet, clairement. Et puis, ça a permis de se rendre compte du temps que ça prenait et de la charge de travail que ça représentait dans mon planning à moi, au sein de l'agence. Ça t'a surpris ? Un peu quand même, surtout au début, parce que vu que c'était tout ce que je faisais, je le faisais pour la première fois. Donc, j'étais lente. Quand j'ai monté pour la première fois, j'ai mis, je pense, 2 jours à monter le premier épisode parce que je découvrais. Aujourd'hui, je suis quand même plus rapide, mais ça représente quand même beaucoup de temps sur une semaine quand je suis en saison. Donc évidemment, on ne peut pas se permettre d'avoir un podcast qui tourne à l'année. Sinon, je ne ferais plus que ça. Et ça, c'est juste impossible au sein de l'agence, évidemment. Donc, du coup, voilà, on a décidé de fonctionner par saison. 8 épisodes. 8 épisodes. Après, si on a un invité surprise qui se glisse dans le planning, c'est 9 épisodes ou 10 épisodes, pas de souci. Mais donc, l'idée, c'est 8 épisodes, un épisode par semaine. Donc, comme ça, c'est 2 mois de saison, en fait. Et 2 saisons par an ? L'année passée, c'était 2 saisons par an. Okay. Cette année, on sera sur une saison. Oui. Donc ça, voilà, évidemment, le podcast fait partie d'une agence, donc il évolue aussi avec la vie de cette agence. Et cette année, ça convenait mieux à nos plannings avec tous les autres projets de l'agence de faire une saison en 2026. Donc là, on est en février, donc depuis janvier, disons, vous savez exactement les 12 prochains mois, les projets, enfin podcasts, mais aussi les gros projets que vous avez dans l'année. Donc c'est très cadré en fait. Ouais, en fait quand on a lancé Social Kids, donc c'est sorti en février 2025, mais ça faisait 1 an qu'on bossait sur le projet. Waouh. Ouais. La première saison donc s'est déroulée sur février-mars et on savait que la deuxième saison se faisait à la rentrée, donc septembre 2025. Et quand tu dis se dérouler, c'est-à-dire diffuser ou diffuser? Monter. Ah oui, ok. Ouais. Tu fais des tournages pendant 1 an, enfin grosso modo. Non, justement ça. Centralisé. Vous faites du batch record? Non, parce que en fait le monde du digital il évolue tellement. C'est ça. Et aussi les gens qui ont un business, au sein de ton business il peut se passer tellement de choses en peu de temps que moi je veux enregistrer proche de la sortie de l'épisode. Donc du coup en général j'enregistre, je monte, ça sort. J'enregistre, je monte, ça sort. Parce que on le voit bien, hein, même avec des épisodes qui sont sortis il y a moins d'1 an, comme ces business-là ont déjà tellement évolué depuis. Si je les avais interviewés trop longtemps à l'avance, l'épisode il aurait été périmé. Donc en fait, non, je dirais qu'il y a 2 mois de travail en amont, donc de trouver la thématique, choisir les invités, les contacter. Tout ça, ça prend quand même pas mal de temps. Organiser après les dates de tournage, etc. Et puis après, une fois que la saison commence, j'enregistre, je monte, je sors. J'enregistre, je monte, je sors. Et clairement, en saison, le podcast, ça représente 70% de mon travail. Donc je suis quasiment essentiellement sur le podcast quand je suis en saison, quoi. Ce qui différencie la saison 2 de la saison 1, j'ai trouvé, c'est notamment les invités. Gros panel d'invités en saison 2, gros Instagrammeurs, donc je pense à Nolita, Manon Laine, des invités comme ça, de renom français. D'ailleurs, pourquoi français? En fait, on aime bien ce côté thématique. Chaque saison a sa thématique. En première saison, on avait des entrepreneurs bruxellois et c'est une saison qui a super bien marché parce que les gens se sont
les gens qui ont des petits business se sont identifiés à ces entrepreneurs-là et c'était le but. Et les gens connaissaient ces business-là parce que le commerce, il est au bout de leur rue. Donc, ça a vraiment beaucoup plu. En saison 2, moi, j'avais envie d'aller dans l'influence parce que c'est vrai que c'est aussi un domaine d'expertise de l'agence. Et puis, honnêtement, pour être 100% transparente, on veut que le podcast il se fasse connaître. Oui, c'est ça. Des probabilités, toujours. Donc, évidemment, on a envie de profiter de l'audience de ces gens-là. Ça a marché? Ouais, quand même. Ouais. On a quand même vu des pics. De très chouettes stats. Et puis, ce qui est chouette aussi, c'est que peu importe le nombre d'abonnés, elle repartage en story, quoi. Oui, ça, c'est pas toujours le cas. Je sais que vous allez écouter dans la série Pod, vous entendrez d'autres podcasteurs qui, d'ailleurs, sont un peu aigris de ça, parce qu'ils comptaient sur ça. C'est limite pour ça qu'ils invitent un invité connu, même si le fond est parfois un peu plus creux, parce qu'ils ont un discours qui est parfois un peu... un peu fermé, ils peuvent dire certains trucs. Très contrôlé, peut-être. Très contrôlé, tout à fait. Et elles ont été hyper déçues des retombées parce que en fait, le podcasteur, l'influenceur n'a pas repartagé. Ouais. C'est le Après, souci, mais... nous, on le fait pas pour dans ça, évidemment. Ouais. L'objectif premier, c'est la qualité du discours, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que pour l'image, parce que clairement, Social Kids joue aussi énormément sur l'image de marque de l'agence. Donc aussi pour l'image de marque et pour plein d'autres raisons, on a fait le choix de ces influenceurs. On avait envie aussi d'aller un peu sur la France pour cette deuxième saison. Et après, il n'y a jamais de discussion sur est-ce que vous savez repartager en stories, est-ce qu'il y aurait une communication sur votre compte? Jamais. Moi non plus. On espère juste que ce sera fait parce que si c'est fait, c'est que c'est fait avec le cœur et c'est le principal. Ouais. Et c'est vrai qu'on a eu de la chance parce qu'ici, ça a été fait à chaque fois. Donc, évidemment, l'agence bénéficie aussi du coup de cette chouette visibilité, quoi. Ouais, je te rejoins là-dessus parce qu'il y a des podcasteurs qui demandent aussi, ils ont signé une charte comme quoi, d'office, ils doivent repartager. Ça, moi, je ne suis pas du tout dans cette vibe-là non plus. Parlons un tout petit peu de monétisation, si tu es d'accord. Au début, le podcast vous a coûté, j'imagine, en matériel et toi en temps, en travail. D'ailleurs, autodidacte, comment tu t'es formée? J'ai fait une formation de podcast. Oh, laquelle? Alors, ça s'appelait Basilic Podcast. Okay. Je pense que Jeanne a changé le nom de son concept aujourd'hui, mais ça doit se trouver encore sur Google en référencement parce qu'elle a changé il y a très peu de temps. Okay. Tout était nouveau pour nous à ce moment-là, donc c'était une évidence que je me forme. Même si j'étais formée en radio, j'étais pas formée en podcast. C'est quand même pas 100% la même chose. Et surtout, je ne connaissais pas du tout l'envers du décor, l'hébergement, etc. Donc, j'ai fait une formation à distance. C'est une formation qui est française. Et donc, ça a été pendant, je dirais, 2 mois, une fois par semaine, 3 ou 4 heures d'affilée. Donc, c'est en visio. C'est un tout petit groupe. On était 4 ou 5, je pense, avec la formatrice. Et donc, c'est de la théorie, de la pratique, des devoirs, vraiment hyper complet. Et en 2 mois, je savais lancer un podcast. Quel hébergeur t'as choisi? Ocha. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai un lien affilié si vous voulez tester Ocha. Je vous le recommande, il est très facile. Donc, au début, vous a coûté de l'argent en formation, du coup, en matériel. Maintenant, est-ce que vous avez rentabilisé par des clients? Est-ce que tu estimes que le projet a été rentabilisé à ce stade ou pas encore? Je pense pas encore, parce que, comme tu dis, ça a coûté de l'argent puisque au lancement, on a créé tout un studio. Il y a eu cette formation et puis il y a mon temps qui continue de coûter de l'argent à chaque saison. De moins en moins, vu que tu vas plus vite, mais de fait. Mais en effet, pour l'instant, on va dire que directement, le projet ne rentre pas d'argent. C'est vrai que si on peut signer un client par la suite, du coup, dans ce cas-là, il y a de l'argent qui rentre, mais vraiment directement du projet, non. Mais on sera clairement sur... on a une envie de monétisation sur la saison 3, bien évidemment. Ça, c'est la suite logique du projet. C'est sûr que même si c'est un projet perso au sein de l'agence et un projet passion, ça reste aussi un levier stratégique, bien évidemment. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, ce projet soit rentable. Tu parles de monétisation, tu penses à du pré-roll, à du sponsoring? Pré-roll, clairement.
Ok. Voilà, c'est en cours. Oui, j'imagine. C'est un work in progress. Donc, mais avec des marques, j'imagine, auxquelles vous adhérez aux valeurs qui font sens avec l'agence. Bien évidemment, ça c'est sûr. On veut des intégrations qui sont quand même assez naturelles dans les épisodes, qui a un lien aussi avec le podcast, donc avec le sujet du podcast. Donc, voilà. J'ai hâte de voir, ça va être incroyable comme d'hab. On va arriver sur la fin de l'épisode. J'ai encore quelques questions rapides pour toi, un peu croustillantes. Avant ça, si vous avez aimé notre échange, merci de vous abonner, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de partager l'épisode avec quelqu'un qui ça peut intéresser. Ça nous aide beaucoup, nous podcasteurs, à faire découvrir le podcast. Alors, les petites questions de la fin. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment? Rien. Audio ou vidéo? Les deux. J'arrive pas à choisir. J'adore l'audio. J'ai toujours adoré l'audio. Mais aujourd'hui, la vidéo est indispensable selon toi? Dans le cadre du podcast? Oui. Non, clairement pas. Un podcast peut performer seulement à l'audio? S'il est qualitatif, ouais, bien sûr. Comment tu le brandes sur les réseaux sociaux? Un template Canva avec des voix off dessus? Je pense que sans vidéo? Oui. Alors oui. Un template, mais quand même assez dynamique, avec quelque chose, il faut que ça bouge quand même sur le visuel, qui est la barre de son ou quelque chose comme ça c'est sûr. Parce que si c'est que du statique, il faut un extrait d'office sonore. Si c'est que du statique avec un lien, ça ne fonctionnera pas. Solo ou interview? T'as jamais fait de solo? C'est vrai, je fais des intros de saison, donc tout petit épisode pour expliquer la saison, mais non, interview clairement. Quel est ton process d'écriture d'épisode? Tu fais l'intro avant ou tu la re-shootes après? Je pense que tu dis l'intro devant tes invités. Ouais, exactement. C'est pas stressant pour toi? Moi, je déteste faire ça. Ah non, moi je la fais après. Ah, toute seule alors? Toute seule, ouais. Ah non, moi j'écris tout d'une traite. Et tout se fait au moment où l'invité est là. Il n'y a pas de reshoot après. Distanciel ou présentiel? Présentiel. Obligatoire pour toi? Ouais, clairement. Autant pour la qualité que pour l'échange humain. Ouais, essentiel. Publier coûte que coûte ou qualité avant tout? Qualité. Cette histoire de, tu vois, d'être régulier. Qu'est-ce que tu en penses pour l'audience, pour les plateformes, pour l'algo? L'algorithme au niveau podcast, c'est compliqué quand même, je trouve. C'est très différent des réseaux sociaux. Je pense que la régularité, elle est importante parce qu'on donne un rendez-vous aux gens. Nous, on le voit bien, on l'a vu, hein, clairement. On a eu 2 saisons et on a eu des épisodes bonus qui sont sortis un peu plic-ploc pendant l'année. Ils ont moins bien fonctionné. Pourquoi? Parce que les gens ne savaient pas que ça sortait. Et même si on le partage sur les réseaux sociaux, il n'y a pas ce rendez-vous que les gens ont en saison où tous les lundis, ils arrivent dans leur voiture, ils enclenchent parce qu'ils savent que l'épisode est là. Donc je pense que la régularité, c'est hyper important. Dans le meilleur des mondes, t'aimerais faire ça à l'année? Si ça me prenait moins de temps... Ou si tu déléguais? Non, je voudrais pas abandonner mes autres tâches de cœur. Non, tu délègues le podcast. Si tu délègues le montage, si tu délègues, je sais pas, le meeting avec l'invité qui prend parfois du temps de juste set up une date, parfois ça prend plusieurs emails. Ouais, c'est vrai. Ouais, pourquoi pas. C'est un rôle qui te plaît, être animatrice? Ouais. Bah, lance le tien, dire sur ton temps privé. Le moment le plus gênant vécu en enregistrement? Alors, je pense que ce qui me vient en tête, évidemment, c'est justement avec Camille, Nolita. On a commencé l'épisode et j'enregistrais pas. Ouais, mais vous avez amené tout le setup en France. Ouais. C'est la première fois qu'on déplaçait le podcast. J'imagine. Oui, bien sûr, il n'y a eu aucun souci. C'est juste que, justement, j'ai lu mon intro, donc elle a eu une réaction hyper naturelle qui était trop chouette et j'enregistrais pas. Donc, petite déception perso, mais elle a rejoué le jeu après et il n'y avait aucun souci. Mais heureusement que je m'en suis rendu compte juste après l'intro et pas en plein milieu de l'épisode. Ou après, quand tu as quitté le lieu. Là, quand tu enregistres avec Camille, par exemple, en déplacement, tu es toute seule avec elle?
Ou t'as l'équipe qui est là? Non, là, on était entre managers à Paris, donc Claire, Tess, Clara et moi. Et sur tous les épisodes, Clara m'a accompagnée. Elle était là dans les coulisses? Ouais, elle était là. Ok. Ouais. Et parce que c'est vrai qu'on avait quand même tout le matos. C'est pas un matériel qui se déplace de base, parce qu'on n'avait pas pensé qu'un jour on sortirait le podcast du studio. Donc c'est quand même, en fait c'est un peu le même matériel qu'ici, c'est des gros bras, etc. Ouais. C'est assez lourd, c'est assez fragile. Donc il fallait quand même être bien deux pour ça. Et il y a un épisode où on était toutes là. Donc là j'avais un public, c'était chez Megan VLT. Les filles étaient là, le mari de Megan était là, donc c'était trop chouette. C'était presque un épisode live. Ouais. Une invitée ou un invité de rêve? Waouh. De rêve, Adam Mosseri. Oui, last minute ou ultra organisé, je pense qu'on l'a compris, ultra organisé. Ultra organisé, oui, parce que ça, je le suis de nature. Mais la saison 2 m'a appris que le last minute donnait aussi de bonnes surprises. Comme quoi? Megan VLT, c'était pas du tout prévu. Que vous la shootiez? Ouais, la veille pour le lendemain, elle a accepté sur le tas. Donc des fois, ça donne de bonnes surprises. Vous filmez à l'iPhone, c'était quoi cette décision-là? On sait que j'imagine que vous avez du budget pour les caméras, vous devez même avoir des caméras en interne. Pourquoi l'iPhone? À l'iPhone, tout simplement parce que à la base, on a créé un studio à l'agence. Oui. La pièce est très petite et en fait, il y avait tout simplement pas de place pour mettre des bras avec des appareils dessus. Oui, pas de recul. Aucun recul. Donc on s'est dit, en fait c'est pas grave, on a les tout derniers iPhones, la qualité est top, on va le tester comme ça. Et franchement, pour ce qu'on en fait de l'image, ça fait le taf parce que qu'on se le dise... Vous la mettez même pas en réel? Tu mets juste en story, je pense. Ouais, on met juste en story et les gens ils écoutent, ils regardent pas. Hein. Ouais, il y a toute la question sur YouTube. Vous y êtes pas sur YouTube encore? Si, on les partage. Comment tu fais le montage? Moi je monte tout d'un coup, image et son. Ok, et tu fais un multicam? Tu changes le champ de la caméra? Ouais. Ah oui, ok. C'est ça qui me prend beaucoup de temps en montage, c'est de mettre la bonne image au bon moment. Oui, en plus, tu as des petites jingles durant l'épisode aussi qu'il faut intercaler. Ouais. Donc là, tu mets une image synthétique ou le logo Je laisse... l'image de base, c'est la mienne. Ok, oui, tu la laisses. Et je laisse juste l'image de moi en flou pendant le jingle, quoi. Tu recommandes d'ailleurs d'investir dans du matériel qualité? Oui, quand même. Clairement. Oui, L'iPhone fait le taf pour la vidéo, non? L'iPhone, les derniers iPhones font le taf pour la vidéo, c'est tellement quali, vraiment, oui, bien sûr. Aussi pour ce qu'on en fait, je pense que si demain on avait un podcast à l'année qui représentait une grosse partie du business, je pense qu'on filmerait évidemment à l'appareil. Mais aujourd'hui, pour ce que le projet représente au sein de l'agence et pour ce qu'on en fait du contenu visuel, c'est bien assez. Mais par contre, pour les micros, ça c'était vraiment un point hyper important pour nous. Et d'ailleurs, on me l'a dit aussi en formation, oui. La qualité des micros, en fait, si le son n'est pas qualitatif, les gens ils vont pas écouter. Oui. Donc, ouais, trop important. Et enfin, quel conseil tu aurais aimé recevoir avant de te lancer dans le podcast? C'est un conseil qu'on m'a donné, mais dont j'ai pas pris la mesure tout de suite. Profite de tes épisodes. Parce que c'est bien d'avoir ces questions et d'avoir sa trame. Mais ce qu'il faut surtout, c'est profiter de l'échange avec la personne qui est en face et laisser la place aussi à l'imprévu et à ce que la personne a à dire, quoi. J'adore. Franchement, très bon conseil. Merci Florence. Je vous invite franchement à aller suivre l'Instagram de l'agence, Atelier Milky. C'est toi qui es derrière, c'est super beau. Merci. D'ailleurs, je regrette vos lives là avec Clara. Vos lives une fois par mois. Ouais, c'est vrai qu'on a arrêté ça. J'ai très très chouette, excellents conseils sur les stratégies réseaux sociaux. Et je vous invite aussi à aller suivre Florence parce que ton compte perso est très chouette. TikTok. Merci. TikTokeuse, TikTokeuse dans l'âme, on adore. Bon, ouais, c'est pour le fun, ça m'amuse. Tu fais ça très bien. Merci Florence, merci pour l'échange. Merci pour tout.